Bonjour à tous, bienvenue à ce premier webinaire du cycle Construction en béton de chanvre en réhabilitation, organisé donc par Envirobat BDM et Construire en chanvre, avec le soutien de nos partenaires, la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'ADEME. Je me présente, je suis Nicolas Guignard, je suis responsable du pôle réseau formation au sein d'Envirobat BDM. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas, Envirobat BDM est une association régionale de professionnels de la construction et de l'aménagement durable. Parmi les actions que nous menons, nous avons lancé en 2014 un groupe qui s'appelle Fibraterra et qui vise à accompagner le développement des filières locales de matériaux biosourcés, géosourcés et recyclés. Et dans ce cadre-là, nous menons différentes actions, organisation de rencontres, organisation de webinaires comme aujourd'hui, animation d'une liste de discussion et encore rédaction de ressources. Parmi les thèmes que nous traitons, donc celui du béton de chanvre fait partie des sujets sur lesquels nous travaillons depuis plusieurs années, et notamment parce que c'est un matériau qui connaît un développement important en France grâce au travail mené par l'association Construire en chanvre. C'est plus particulièrement le cas dans l'ouest et le nord de la France, parce que ce sont des régions dans lesquelles la culture du chanvre est importante. Et en PACA, on constate quand même qu'il y a des projets qui se font dans le neuf, dans l'habitat individuel, et avec des projets de plus grande importance aussi qui voient le jour. En parallèle, dans la rénovation, on constate qu'il y a de plus en plus de projets qui recourent au béton de chanvre. Alors, l'objectif de ce cycle de webinaires, c'est de montrer que ce matériau présente un réel intérêt dans la réhabilitation et tout particulièrement dans l'ancien grâce à ses qualités. Nous avons choisi de présenter au cours de ce cycle différents cas de figure pour l'illustrer. Pour inaugurer ce cycle de webinaires, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Daniel Bayeul, donc maître d'œuvre au sein du bureau d'études DB Chambre, donc il a fondé, formateur et représentant de l'association Construire en Chambre en région PACA. Alors pour commencer, Daniel nous fera une présentation des généralités concernant le matériau et ensuite nous présentera deux projets d'habitat individuel sur lesquels il est intervenu. Daniel, je te passe la parole. Oui, bonjour à tous. Alors avant tout, Nicolas, j'essaie d'enlever. Est-ce que vous voyez l'écran noir là que j'ai là? Non, Alors c'est moi qui l'ai. J'essaie de l'enlever. alors c'est peut-être le sondage. Je vais mettre fin. Ouais, c'est ça. Si tu peux avoir la main dessus, s'il te plaît. Je vois que tu as la main. Est-ce que Donc, c'est bon? non, non, j'ai toujours le sondage en plein milieu de l'écran. Alors, normalement, je l'ai arrêté. Ou alors, attends, sur les petits points, non. Est-ce que en tout cas, nous, en tant que participants, nous n'avons pas nous avons bien la présentation. Non, il est toujours là. Hein. Mince, c'est les aléas du direct. Je vois que tu cliques là parfois, je vois que ça change à chaque fois. Mais... D'accord. Mince alors. Est-ce que peut-être tu veux départager l'écran et le repartager? Peut-être que ça. Ouais, j'ai pensé. Ouais. Voilà, je t'invite à arrêter le partage de l'écran. Voilà, même après presque 3 ans de visio et suite au Covid, on se retrouve encore avec des petits aléas techniques. Non, pour moi, il est toujours là. Hein. Il est. Ouais. Alors, c'est vraiment gênant, du coup. Oui, Attends, j'ai fait quelque chose là. Ça y est, pour. Ok, il est parti. c'est bon? Ouais, effectivement, il a fallu que. Bon, ok, c'est bon. Très bien. On va Bien, pouvoir commencer. on va pouvoir commencer, ouais. Voilà. Attends, il faut que je me mette plein écran. Voilà. Oui, alors, bien. Bonjour à tous. Donc, merci d'être présent sur ce webinaire. Donc, je me présente Daniel Bayeul. Donc, je suis maître d'œuvre depuis 1995 et puis depuis 2006-2007, engagé aussi. Je m'intéresse aussi sur les matériaux biosourcés, mais complètement engagé depuis 2009
avec la création de ce bureau d'études qui se nomme donc DB Chambre, et je suis basé à Villeauban, dans le Var. C'est un bureau d'études donc de conception et de réalisation dédié exclusivement donc au béton de chanvre dans la rénovation et la construction. Donc le thème aujourd'hui qui sera abordé, ça sera donc la rénovation avec l'utilisation donc du chaud-chanvre en doublage et en enduit. Voilà. Donc on va commencer tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Il y a pas mal de choses à voir ensemble. Donc, on va commencer par un petit peu une présentation un peu plus générale sur la genèse, plutôt sur la filière au sens large, l'état de la filière aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui les leaders producteurs de chanvre en Europe, au travers de 22 000 hectares à peu près, et nous sommes les deuxièmes producteurs au monde après la Chine. Donc, la culture du chanvre, comme beaucoup le savent, je pense, donc il y a beaucoup d'espèces, en fait, il y a beaucoup de semences de sélection au niveau de l'industrialisation et de la production pour la culture industrielle. Mais c'est vrai qu'il y a donc deux familles bien distinctes qu'il faut quand même connaître. Il y a le chanvre industriel et le chanvre, on va dire, récréatif qui a donc un taux de THC, donc c'est la substance psychotrope qui est évidemment qui ne nous intéresse pas ici. On va se concentrer sur l'autre partie plus industrielle. Donc le chanvre, donc c'est une plante qui est complètement respectueuse de l'environnement. Au niveau du carbone, évidemment, on va en parler plus tard, mais aussi au niveau des terres et puis et au niveau de l'eau pour les rivières. Donc, elle est très peu gourmande en fertilisants. Elle se suffit toute seule au niveau de l'engrais et des entrants phytosanitaires. Donc là, je vous laisse voir à peu près un petit peu tout ça en détail. Donc, on a un rendement qui se situe entre 7 et 13 tonnes à l'hectare. On a également aussi, ce qui est très intéressant, c'est dans l'amélioration des sols, dans l'assolement, dans la rotation des cultures. Ce sont des racines qui sont profondes et grâce à cela, à chaque saison, à chaque année, en changement des cultures, les racines ont la capacité d'aller chercher les oligo-éléments en profondeur pour les remonter en surface et pour amender les cultures de l'année suivante. Alors, le produit, le chanvre à lui-même, donc, c'est un petit peu comme le cochon, en fait, hein, on va dire. En gros, tout est utilisable là-dedans. Donc, la graine qui part pour l'alimentaire, et la cosmétique et les huiles, tout ça. Donc, ça, on le sait, ça marche très bien en ce moment. Ce n'est pas sur ça qu'on va se concentrer aujourd'hui. Donc, on a une valeur aussi de chêne-vote, c'est ce produit-là qui nous intéresse, et la fibre. Et également, on arrive aussi à valoriser donc, les déchets au stade de la transformation, du défibrage. On peut valoriser les poussières. Alors, avec les poussières, on fait notamment des granulats, un peu comme les pelets de poêle à granulés, qui nous servent donc de ravoirage, on va dire, pour des chapes sèches. Alors ici, c'est la présentation générale, donc on ne va pas zoomer, on ne va pas regarder tout ce qu'il y a, mais présentation générale de la filière chanvre. Donc, ce qui nous intéresse, ce sont les encadrés en verre. Donc, une fois que c'est défibré, donc on récupère sur la chaîne botte tout ce qui est matériel de construction et on va rentrer en détail. Je vais vous expliquer tout cela. Donc, le chanvre aujourd'hui, c'est un produit agricole qui est cultivé justement pour l'utilisation dont on souhaite valoriser. Il y a une première transformation et une deuxième transformation. Il faut savoir que tous ces stades-là, tous ces process restent mécaniques. Voilà. Il n'y a pas de chimie là-dedans, donc c'est la transformation, le défibrage en fait, c'est on prend la tige, on la défibre, c'est-à-dire on enlève la fibre, les fibres partent donc pour les textiles techniques et textiles vestimentaires également, et également pour les panneaux de laine de chanvre dans la construction en bois notamment. Et ensuite, il nous reste donc la partie ligneuse, la partie boisée que l'on va hacher pour en faire donc un agrégat qu'on appelle donc la chaîne-botte et qui va donc nous servir pour constituer donc le mortier de chanvre
en lui rajoutant de l'eau et de la chaux. Donc là, on va passer rapidement, donc ce sont les laines, hein, on en a parlé, donc on voit qu'on a un rapport de lambda à peu près équivalent sur des laines conventionnelles type minéral, avec une densité à peu près les mêmes aussi, mais avec une forte capacité hygroscopique à pouvoir gérer l'eau capillaire et l'eau vapeur. La chaîne VOT, c'est sur ça qu'on va se concentrer. Donc, on a une masse volumique brute de 110 kg par mètre cube et on a un lambda de 0,048. Quand on s'intéresse un petit peu de plus près à cet agrégat-là, on voit que c'est un agrégat qui est très très poreux, qui a une forte porosité, qui a donc la possibilité, la capacité d'absorber et de désorber 4 fois son propre poids en eau en permanence. C'est ce qui fait que quand on va l'associer avec de la chaux et de l'eau pour ce mortier de chambre, on aura donc un matériau qui sera hygroscopique et en permanence perspirant pour réguler parfaitement donc le milieu ambiant intérieur du bâtiment. Ça sera ni trop sec ni trop humide. Donc on va complètement gérer l'hygrométrie dans le bâtiment. Et vous verrez qu'en ce qui me concerne aujourd'hui pour la rénovation, ça s'y prête justement très très bien. Grosso modo, on est toujours sur les mêmes produits. Donc, on utilise la chaîne VOT, de l'eau, un liant que l'on va mélanger. Et c'est en fonction des dosages de taux de chaux, de taux de liant, on va dire. Hein, ce sont des liants préformulés par les fabricants de liants. On va augmenter la masse volumique. Donc, pour simplifier, quand on veut en utiliser sur les toitures, donc qu'est-ce qu'on cherche en toiture? C'est une masse volumique faible, puisqu'on essaie d'être léger pour avoir un peu plus de thermique. Pour les murs, on va rajouter un peu plus de chaux pour avoir une masse volumique à la fois thermique et avoir une capacité de mécanicité, de résistance mécanique. Et ensuite, pour les sols, on va rajouter encore un peu plus de poids pour avoir plus de mécanicité. Et enfin, les enduits, donc c'est à caractère, donc là, correcteur thermique. Donc voilà, on joue un petit peu, on joue sur les dosages de chaux en fonction des domaines d'application. On va un petit peu lisser donc les propriétés du produit. Donc le bilan thermique, donc bon, aujourd'hui c'est la rénovation, mais on sait très bien qu'on est complètement en phase pour répondre donc aux nouvelles normes. Alors anciennement c'était RT 2012, mais sur la RE 2020, on passe très bien, on a des résultats. Sur une autre propriété que je vais vous parler ensuite, je vous expliquerai pourquoi cela. L'environnement, le bilan environnemental, donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois, donc, on stoppe durablement du carbone de par la croissance de la plante, qui est important, donc la photosynthèse, et ensuite également au niveau de la carbonatation de la chaux qui fait sa prise dans le béton de chanvre. Donc, on est dans une démarche de construction décarbonée. Là, c'est vraiment, ça prend vraiment son sens quand on est sur de la construction massique pour des constructions neuves. Mais de toute façon, même en rénovation, on est vraiment bien vertueux. Bilan phonique, et je dirais même acoustique. Donc, on a une excellente acoustique puisque c'est un produit, c'est un matériau feutré, pailleux, donc il n'y a aucune réverbération. Et on observe donc un affaiblissement phonique de 59 décibels. La santé, évidemment, c'est top, je veux dire, puisque bon, on est sur des produits biosourcés déjà d'une part, mais il y a la chaux, la présence de la chaux fait que l'alcalinité, c'est un répulsif naturel contre les moisissures, les champignons. Et ça va réguler aussi donc, toutes les remontées capillaires éventuelles de bas de mur. Là, on est sur les vieux bâtis. Et c'est un rempart. Alors là, c'est une erreur, c'est pas un rempart, ça contribue un petit peu à freiner les ondes électromagnétiques pour les personnes électrosensibles. Répulsif naturel, les microbes, les bactéries, ça on l'a vu. Donc, pour les insectes, notamment sur le termite qui est important, la présence de la silice qu'il y a dans la chaîne VOT et la chaux est un répulsif naturel pour le termite.
L'inertie thermique, donc là, on est toujours, ça prend vraiment tout son sens quand on est sur du massique à 30-32 cm, mais également quand on vient rapporter un produit, un chaud-chanvre sur une pierre, vous verrez, je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Donc, on respecte complètement l'inertie présente déjà du bâtiment aussi. L'hygrothermie, donc l'hygrothermie, on en a parlé, c'est un phénomène qui est en permanence, qui fonctionne en permanence. Et qui va donc générer un bon confort autant été que l'hiver. La réaction au feu, donc il faut savoir qu'on a, avec Construire en chambre, on a passé toute une série de tests et pour la réglementation, puisqu'on vise notamment dorénavant les règles professionnelles numéro 3, que l'on devrait, normalement, si tout va bien, avoir la joie de les voir arriver dans la hotte du Père Noël, normalement en fin d'année, sinon début d'année, donc on aura une évolution de R plus 4 et 3 en catégorie ERP 4 et 3 et R plus 7. Donc pour généraliser, voilà, on est en A2S1D0 sur la réaction et on a une résistance au feu de 240 minutes. La stabilité sismique, on est très très bien placé également pour tout ce qui est donc région à forte sismicité. Donc, on va essayer d'accélérer un petit peu. Donc, vous voyez, là, c'est un petit schéma qui vous montre qu'il y a plusieurs exemples de matériaux de construction dites, on va dire, conventionnels. On a la brique, le bloc que tout le monde connaît, le béton cellulaire. Donc, en énergie grise, on voit que ce sont des produits qui émettent du carbone dans la fabrication. Et là, nous sommes avec l'utilisation de béton de champ, que ce soit en rénovation, en construction, on est dans une démarche décarbonée. Donc, les solutions sur le produit, autant dans la construction que dans la rénovation, on peut actionner donc plusieurs leviers d'utilisation. Ce sont les murs, les cloisons, les dalles, les planchers, les toitures et les enduits. C'est surtout les enduits aujourd'hui que l'on va parcourir. Donc là, je vous laisse voir comment on peut utiliser. En gros, vous le voyez, on peut en utiliser partout, mais malheureusement, on n'aura pas le temps aujourd'hui. Excusez-moi pour le débit de parole, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à voir derrière après. Voilà, on voit qu'on peut en mettre partout. Voilà. Donc, le fonctionnement hydrique ouvert, donc les vieilles maisons, les vieux bâtis avaient pour usage, donc par l'ancienneté des constructions, donc fonctionnaient très bien, hein, puisque c'était des maçonneries anciennes. Il y avait un équilibre thermohydrique de par l'absence de ciment. Voilà, pareil. Donc, les enduits de mortier de chanvre, c'est une solution très pertinente. Je vais vous montrer tout ça en images tout à l'heure. C'est des exemples d'opérations. On va aborder donc les doublages. Donc, il y a deux familles. Donc, on va aborder les familles des doublages en chaud-chanvre et les enduits hygrothermiques. Alors, les enduits... Voilà, donc les domaines d'application, on peut, donc ça se projette en fait. Il y a plusieurs façons. Anciennement, on le faisait à la main avec une bétonnière, avec le jeté truelle, les classiques. Donc les enduits de mortier, on est sur des caractères hygrothermiques. Donc on n'est pas sur quelque chose qu'on ne va pas dire c'est un isolant. On va complètement casser, si vous voulez. Le but, ça sera de casser la température surfacique froide du mur, qui soit en aglo ou en pierre, pour lui apporter un matériau fibreux, un matériau chaud, de sorte de casser complètement ce rayonnement froid qui va dégager dans le bâti. Pour vous schématiser, un corps humain dégage à peu près 80 à 100 watts d'énergie. Si vous êtes face à un mur froid, donc il va vous pomper cette énergie et vous allez avoir une sensation d'inconfort. Donc, résultat, si en plus il y a de l'humidité dans le bâtiment, résultat, cette sensation d'inconfort, vous allez monter le chauffage. Et le simple fait de mettre un enduit hygrothermique va déjà contribuer, pas comme un doublage qu'on verra après, mais contribuera justement à stopper ce rayonnement froid. Voilà. Et on est donc sur des finitions spatulées inox. Donc, voilà, une seule passe suffit. Ouais. Donc, les doublages, on va les voir aussi également. Je vous montrerai la différence qu'il y a pour les doublages.
Donc, l'avantage aussi, c'est qu'on est en continuité, on crée un cocon intérieur, donc pour la gestion de l'étanchéité à l'air par l'intérieur. C'est assez facile, hein. On utilise très souvent aussi des trames d'enduit qui gèrent les étanchéités autour des dormants de menuiserie. Donc, capacité hydrique, béton de chambre, voilà, permet de s'affranchir de la problématique quand on souhaite faire une rénovation à l'intérieur comparé à ce qu'on connaît, donc classiquement un doublage BA13 avec la laine de verre. Donc, amélioration de la performance thermique, amélioration du confort et surtout préservation de la valeur patrimoniale. Je crois qu'on a fini avec la première partie, ce qui nous amène à pouvoir passer à la dernière et deuxième partie qui sera un peu plus illustrée. Peut-être, Daniel, j'en profite, il y a déjà 2 questions qui sont assez générales. Parfait, comme ça on est entre deux, on peut y aller. Oui. Une première question sur la fin de vie du produit. Voilà, lorsque le bâtiment arrive en fin de vie, qu'est-ce qu'on peut faire avec le béton de chanvre? Alors, nous, justement, ça, c'est un sujet qu'on travaille déjà un moment dessus avec l'association, au travers, donc, alors là, on parle de l'ACV notamment. Donc, on a été un des premiers matériaux biosourcés à émettre une ACV en 2006. À l'époque, c'était des ACV sur 100 ans. Donc, aujourd'hui, au travers de la FDES, donc là, on revient sur le cadre des constructions. On est sur des raisonnements, sur des réflexions de fond de voirie. Voilà. D'accord. C'est un matériau qui est inerte, qui peut éventuellement donc être concassé et, comme tu le dis, utilisé en voirie, ou sinon qui doit être évacué. Il y a aussi la possibilité de le concasser, de le réhydrater, de lui ajouter un peu plus de chaud, de rajouter un petit peu plus de chaud, et puis aussi de le réutiliser dans le bâtiment en épandage. Voilà, en épandage en vrac. D'accord. Dire épandage Cholet. Voilà. D'accord. Merci. Et une deuxième question très, très pratique. Donc, une personne qui a un projet de réhabilitation d'un gros établissement scolaire, d'un lycée, et qui indique que dans ce cas de figure-là, il n'y a pas de règles professionnelles adaptées puisqu'on est dans un ERP de deuxième catégorie. Est-ce que, du coup, du béton de chanvre pourrait être mis en œuvre, même si pour le moment, voilà, on sort du cadre des règles professionnelles? Alors effectivement, alors les enduits proprement dit, il n'y aura pas véritablement d'évolution sur le sujet enduit hygrothermique dans l'évolution des règles professionnelles numéro 3. Cependant, les enduits hygrothermiques sont abordés dans les versions 1 et 2. Après, l'évolution des numéros 3 portera essentiellement sur les catégories ERP, plus spécifiquement sur le massique, sur le dosage béton de construction. Je ne pense pas me souvenir avoir vu passer une évolution, une mise à jour sur les enduits hygrothermiques. Je pense que ça restera. Bon, aujourd'hui, se poser la question de mettre un enduit hygrothermique, c'est un enduit décoratif, de décoration, je veux dire, un enduit hygrothermique. Donc, au même titre qu'un enduit de chaux. Non. Donc, je veux dire, on est classé M0, puisque c'est fortement dosé de chaux. Il y a pas de, je ne vois pas de problème là-dessus. Oui, éventuellement, c'est un point à anticiper, notamment avec un bureau de contrôle, pour voir comment Voilà. sortir et déroger au cadre des règles pro qui seraient restrictives dans ce cas. Bien qu'il y ait eu des opérations, il y a eu des réalisations avec l'utilisation des enduits sur des catégories supérieures à 5. Oui. Et juste dernière question en complément de celle-ci, avant de passer à la suite. La seule solution est donc de passer par une appréciation technique expérimentale pour ce cas de figure. Si nécessaire, je ne pense pas que ça soit véritablement nécessaire, mais encore, oui, il vaut mieux passer d'abord avoir l'avis du bureau de contrôle, déjà, en amont. Dernière toute petite question pratico-pratique, comment se procurer les règles pro? Alors en ce moment, c'est plus possible. D'accord. Voilà, parce que justement, on a arrêté l'édition de la version 2. Si vous avez la chance, alors essayez tout de même, parce que là, je les ai justement. Essayez d'aller sur le site cebtp.com. C'est là peut-être que vous obtiendrez encore quelques
version papier? quelques versions papier, mais sinon, non, c'est plus possible. D'accord. Parce qu'on est en attente de la version 3 qui va arriver très, très vite, là, très bientôt. Donc, autant attendre la version 3. Ouais. D'accord. Bon, on partagera peut-être le lien que tu indiques par la suite. OK. Je vous propose de passer à la suite. Il reste encore quelques questions, mais qu'on traitera à la fin. Ouais, ok. Je regarde juste la montre. Ok. Alors, on va rentrer un petit peu plus dans les détails sur Imagé. Donc, on a 3 types d'applications performantes sur la rénovation du vieux bâti: projection machine, briques, chambre et manuel. Dans le manuel, donc on ne l'abordera pas ici, donc on imagine très bien. C'est vrai qu'aux prémices, c'était donc les tout débuts, c'était dans les fins d'années 80. Il faut savoir qu'on arrive à 35 ans déjà de l'invention du béton de chanvre. Et donc, on peut être fier, c'est Cocorico, c'est nous les Français qui l'avons inventé. Donc, au début, évidemment, c'était jeter truelle, hein, ou alors des petits banches contre le mur, et puis on remplissait. La brique est arrivée à peu près en même temps que la projection, et aujourd'hui, on est véritablement sur une application et un produit abouti au travers de plusieurs types de machines. C'est vrai qu'il y a tout un panel, il y a vraiment un choix de machines aujourd'hui qui sont proposées, autant pour des machines dédiées sur des doublages, sur des enduits. Donc, on va dire que ce sont des petites machines avec des petits débits, mais aussi il y a des choix aussi de machines beaucoup plus importantes avec des plus forts débits de l'ordre de 4 mètres cubes heure pour la construction massique. Donc voilà, c'est aujourd'hui, on est vraiment bien outillé pour ça. Donc on va rester concentré sur la projection aujourd'hui. Donc en doublage, on est sur les doublages, effectivement. Donc vous allez voir que là, on est sur des dosages qui sont de l'ordre de dosage mur massique, je parle. Donc on est sur un dosage qui est donc pas trop lourd et qui soit à la fois bien isolant. Donc on part de 7 à 20, mais 20 cm pour moi c'est déjà trop. Ici en PACA notamment, alors 7 cm c'est un minimum, on ne peut pas aller en dessous de ça. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Et je m'accorde à dire que ici, j'essaie, en général, moi je ne dépasse pas les 10 cm. Parce que déjà 7 cm, ça fonctionne déjà très bien. Ce n'est pas la peine ensuite de rajouter. Alors après, si on est sur des orientations nord, ventées, mal protégées, bon, on peut pousser à 10, 11, 12, mais 20 après, c'est plus peut-être sur des raisonnements d'une autre région, à partir de Lyon ou dans le nord de la France. Donc, orientation, éventuellement les mitoyennetés en fonction de l'environnement. Voilà, ça, c'est ce que je viens de dire. Un enduit respirant, perspirant, vient en complément, chaussable ou terre crue. Donc, on va éviter, si possible, le ciment. On peut comprendre pourquoi. Donc, on va avancer. Donc, les solutions de continuité de l'existant, donc pas de pont thermique, on l'a vu tout à l'heure, régulation hydrique, changement de phase, confort d'été, confort d'hiver, température surfacique chaude, forte inertie. Donc, on va conserver l'avantage de là, c'est qu'on va carrément venir se projeter, se coller sur la pierre ou sur le support. Et il n'y aura pas de vide d'air en fait. Donc, le fait de ne pas créer de vide d'air, donc on va pouvoir profiter de l'inertie présente du support pour justement accentuer, renforcer et puis conforter le confort d'été. Voilà, pardon. Conservation des performances et aussi toujours pareil, on maîtrise l'aspect carbone. Les supports, ce sont pratiquement tous les supports anciens, les neufs, homogènes, hétérogènes. On peut même dire support ciment, agglo aussi, parce qu'à partir du moment où on est sur du 7 jusqu'à 10, 11, nous, on sait qu'il nous faut au moins, sur des épaisseurs comme cela, il nous faut au moins une face perspirante, une face ouverte, une face à la vapeur d'eau. Donc, ce n'est pas bien grave si derrière, c'est du ciment. Donc, mais après, voilà, à partir de 12-13 cm, il faut faire attention. Donc, pisé, torchis, briques, voilà, béton cellulaire, plaque meuton, alors on vient de le voir. Donc là, je vais vous montrer on va parcourir 2 chantiers, 2 exemples de réalisation. Un donc, qui parle, donc, qui va montrer le doublage avec une finition en argile. Et puis le deuxième, qu'on finira dessus, ça sera un enduit hygrothermique. Alors là, nous sommes sur une grange. J'ai mené ce chantier-là en 2009.
Bon, pour la petite histoire, c'était mon premier chantier. Donc, j'en étais et j'en suis encore bien fier. Parce que les clients régulièrement m'appellent pour, voilà, pour me dire tout leur bonheur qui peuvent profiter dans leur salle. Donc, c'est une salle de soins et une salle de danse. Donc, vous verrez à la fin. Donc, on est sur une grange qui a été réhabilitée, du coup. Donc, on avait une dalle en béton au sol qu'on a cassée. Le souhait, c'était de dire, ben, tiens, on va mettre du chanvre au mur et puis pourquoi pas au sol. Donc, vous voyez un petit peu l'apparence. Hein, c'est vraiment à l'intérieur, on a tout ce qui devait être décrouté, on l'a décrouté. Donc là, vous voyez, on a passé les tuyaux aussi en réservation en haut à gauche. Ça, c'était pour la réservation du hérisson ventilé. Donc, en premier lieu, donc, avant de faire le hérisson, on tire les gaines, l'électricien y vient. Donc là, on a aussi les gaines rouges que vous voyez, c'était pour les alimentations des nourrices qui vont alimenter ensuite, vous allez voir, les murs chauffants. Et donc, vous voyez qu'en amont, avant de projeter, alors on détermine les épaisseurs souhaitées en fonction, comme on a dit tout à l'heure, les mitoyennetés et les orientations. Une fois que les épaisseurs ont été décidées, donc on fixe les gaines, on a même des boîtes de répartition, les gaines électriques, mais aussi s'il y a de la plomberie, on les fixe avant, donc de sorte que tout ça soit noyé à la projection. Donc là, si je me souviens bien, on était sur du 10 et 15, 10 en mitoyenneté, et puis on était derrière sur du 15 cm, sur quelque chose comme ça, ou 12, je ne sais plus, ça fait quelques années. Une fois que l'électricien est passé, donc on pose le hérisson ventilé. Donc il y a deux sorties en fait, il y a qui sont à l'opposé, de sorte de pouvoir donc gérer les éventuelles remontées capillaires. Donc au passage, vous voyez qu'on n'a pas mis de polyane au sol. C'est justement l'utilité justement de ce côté sain et perspirant du sol. Donc, une fois que le sol a été dressé avec l'hérisson, on dresse donc sur la photo en bas à droite, vous voyez, ce sont des réglés de dressage. Donc là aussi, ce sont des réglés de projection que l'on cale à l'épaisseur, à la distance du mur souhaité. Donc là, voilà, vous les voyez d'en bas jusqu'en haut. Donc là, c'est simple en fait. Et quand on projette, on essaie de se ragréer là-dessus. Tout ce qui dépasse avec la règle, en fait, on vient comme ça, on racle tout ce qui dépasse et ensuite ça tombe au sol. Donc là, vous voyez que le mur est complètement sur la photo d'en bas et bien oblique. Je me souviens qu'il était pas droit du tout, ce mur. L'avantage aussi du béton de chanvre, c'est que on peut, si vous voulez, c'est pas un produit manufacturé, c'est pas un bloc industriel où c'est carré, ça fait 20 par 20, 50. Non, non, c'est de la projection. On peut s'amuser à faire toutes les formes qu'on veut. On peut faire même du courbe, on peut faire même des yourtes en béton de chanvre. Donc, on peut justement faire en sorte soit de suivre le mur, soit de le redresser. Donc, il suffit de charger un peu plus en haut qu'en bas. Donc là, vous voyez, on a fait le choix de le suivre parce qu'il y avait trop à rattraper. Et ensuite, on a fait une espèce de courbe dans l'angle pour venir rattraper le châssis. C'est l'avantage de la projection. Donc là, vous voyez le sol et puis les réglés au mur. Donc là, on est prêt, on voit la manche. Ce qu'il faut savoir, c'est que pourquoi on a profité de ça, c'est que quand là, on est sur une machine à fort débit. On a toujours à peu près 5 à 7% de rebond. Et là, dans la logique, dans la réflexion du recyclage pour éviter les déchets, justement, on a un béton frais. Donc, le rebond, il nous arrive quelquefois, souvent, avant, on le mettait dans un sac, on les prenait à la pelle, on le mettait dans les brouettes, ensuite on les mettait dans des sacs et on les stockait dehors. Et puis après, on essayait de réfléchir comment on va pouvoir les réutiliser. Donc, en général, le maçon, il récupère, il part, et puis il essaie de le replacer plus loin sur notre chantier. Maintenant, ce que je fais depuis quelque temps, c'est que j'essaie de réfléchir en amont pour valoriser et récupérer tout de suite ce rebond et de le placer soit en toiture, soit en plancher d'étage, soit en sol. Voilà. Même en plancher caissonné bois, c'est possible aussi. Donc, c'est ce qui s'est passé ici. Donc, vous voyez, là, on projette vous voyez que sur la photo d'en bas à gauche,
on voit ce rebond qui commence à s'accumuler au sol. Donc là, le but, c'était de le récupérer et tout de suite le valoriser et le mettre sur le hérisson. Donc là, on voit à droite, on projette sur le chaud-chambre jusqu'à la régler. Donc là, vous voyez le lambourdage qui va recevoir le béton de chambre. Là, on voit les manteaux, donc les manteaux de chambre sur les murs. Donc on s'est dit, à partir du moment où on a un manteau isolant sur les murs, pourquoi? Alors là, vous voyez le chaud-chambre qui a été recyclé et réemployé sur le sol. Pourquoi ne pas faire un mur chauffant? Donc c'est ce qu'on a fait. Donc c'est une grande salle quand même. Hein. Donc on a 2 murs chauffants qui se font face. On est sur une énergie PAC géothermique qui alimente déjà la maison à côté. Donc là, on est venu mettre un mur chauffant avec des pas de 15 et de la terre. La terre, pour moi, c'est le mariage idéal dans ce cas-là, parce que hygrométriquement parlant, ça va complètement se marier et respecter les échanges avec le béton de chanvre, et aussi ça va apporter un complément d'inertie sur le béton de chanvre. Donc là, on a des tuyaux qui sont recouverts de 2 cm de terre en premier. On attend que ça sèche, on revient, on remet 2, donc on a 4 cm. Et là, en fait, on a un mur chauffant qui rayonne horizontalement. C'est vraiment fantastique. C'est comme un soleil le soir quand il se couche qui est rasant. Il peut faire -5 dehors. Vous êtes face à un soleil couchant, vous le prenez de pleine face et vous avez un bien-être. Vous n'avez pas froid. Et là, c'est exactement pareil comparé à ce que pourrait être ce qu'est un plancher chauffant qui, lui, rayonne verticalement. Donc là, on fait des économies puisqu'on est sur de la vraiment faible température. On peut tourner à 30 degrés dans les tuyaux. Et la forte masse nous fait faire des économies également puisqu'on peut se permettre de couper le chauffage à 4 heures de l'après-midi et le mur, il a une telle masse qui continue à rayonner, il continue à être chaud jusqu'à 7-8 heures. Quoi. Donc ça, c'est vraiment une solution très, très intéressante pour des réhabilitations de grandes pièces de vieux bâtis. Évidemment, pas pour du neuf, puisqu'aujourd'hui, la RE 2020 est tellement performante que ce genre d'installation n'a plus de sens. Une maison bioclimatique en béton de chanvre n'a pratiquement pas besoin de chauffage. Donc là, un peu plus, voilà, pour montrer un peu en zoom. Donc, vous voyez, une première couche, on voit les spectres des tuyaux sur la première couche, et ensuite, on envoie la deuxième couche. Donc, en plus, c'est très agréable, c'est très sain, très agréable à poser. Donc, il y a plusieurs couleurs. Hein. On est sur des terres industrielles en sac. Donc là, on avait choisi, en fonction de l'orientation et de l'apport de lumière, on avait choisi 2 types de couleurs, c'était un crème et un abricot. Et ensuite, vous voyez en bas sur le sol et les murs finis avec le plancher. C'est un plancher Junker avec des petits amortisseurs puisque c'était une salle de danse. Voilà pour cette présentation. Très rapidement, les briques également. Donc, c'est pratique parce qu'on peut faire venir des briques par palette. Donc, il n'y a pas besoin de machine pour des petits chantiers, que ce soit en doublage, que ce soit en cloison aussi. Donc, les briques, on sait que ça existe. Et puis, elles arrivent, en fonction des applications souhaitées, à trouver leur place. Voilà. Donc, on peut aussi s'amuser très bien sur le même principe à faire des murs chauffants. Combien il nous reste, Nicolas? À peu près, on est dans les temps? Il nous reste, on va dire, 15 minutes pour la présentation. 15? Si nos participants acceptent qu'on déborde un tout petit peu pour le temps de questions. 15, allez, on va dire 10 minutes. Eh ben, c'est parfait, on est dedans, on est bien. Donc maintenant, on va aborder la deuxième famille de l'utilisation des doublages et enduits chaud-chanvre dans le bâtiment. Alors, juste pour dire que ce que vous avez vu là tout à l'heure, on peut aussi le pratiquer en ITE, alors isolation thermique par extérieur. Là, on a vu une solution ITI. Donc, je n'en ai pas parlé, mais c'est vrai que pour les ravalements de façade extérieure, le principe reste le même. Il faut simplement lui rajouter donc, un enduit, donc surtout pas argile, bien sûr, puisqu'on est dehors, ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc, c'est un enduit chaussable de protection. Mais si on me pose la question, je vais toujours essayer de dire qu'il faut, dans une limite du possible, de prioriser, favoriser le doublage intérieur pour le ressenti justement qu'il procure.
à l'intérieur. Sinon, ça sera perdu si on en met à l'extérieur. Mais les deux sont possibles. Ce qui nous amène ici aux enduits hygrothermiques, donc c'est une autre famille. Donc là, on est, souvenez-vous, je vous ai parlé tout à l'heure des dosages de taux de chaud par mètre cube avec le chanvre. Là, on est donc sur un dosage plus lourd, beaucoup plus lourd, puisqu'on était sur de l'ordre de 280-300 kg tout à l'heure. Là, on arrive sur de l'ordre d'entre 550 et presque 800 kg. Donc, vous voyez, c'est autre chose. Mais la technique est différente. Alors, l'exemple que je vais vous montrer là, ça s'est passé, j'ai fait ça en 2016, je crois, aux alentours de 2016. C'était une bastide au Revest, derrière Toulon. On a fait une rénovation globale sur tout le rez-de-chaussée. Donc, ça nous a amené à tout casser pratiquement. En fait, il y a même des cloisons. On a gardé des murs de refend, mais il y avait des doublages partout, cloisons et périphériques en briques rouges sur mur de pierre. Donc, ce qu'on a fait, c'est on a cassé les sols aussi, pareil, et on a enlevé, on a cassé les briques rouges pour aller chercher la pierre. Donc voilà, donc évidemment derrière il y avait de la laine de verre, il y avait même une espèce de vieux plâtre avec quelque part un petit peu de ciment. Donc il y a eu pas mal de travaux de préparation en déconstruction en fait. Donc on a assigné vraiment les murs. S'en est suivi ensuite d'un décroutage aussi à l'extérieur, donc des enduits chaussables étaient prévus. Donc là, on voit une pièce, ça c'est la chambre parentale. On voit une pièce qui a été donc traitée. Donc on a décrouté jusqu'à la pierre et on a enlevé la dalle de ciment. Là, pareil, c'est le principe des réservations fixées au mur pour l'électricité reste le même. Là, on est donc sur une épaisseur qui est moindre. On raisonne de l'ordre de 4 à 8 cm maximum, mais on le fait en deux couches. Donc la première couche, ce qu'on peut faire, c'est moins la dosée de chaud pour avoir un caractère, on va dire, plus thermique, qui reste donc grossière, projetée, brute. Et du coup, là, j'ai un petit film. Donc là, c'est une petite machine qui est dédiée justement pour les enduits. Vous m'entendez avec le film quand je parle? Non? Bon, ça hache un petit peu, Daniel. Voilà. Donc là, vous avez vu, la machine est différente en fait. Ce sont des petites buses, donc, parce que c'est une machine dédiée, plus dédiée pour les enduits que pour le massique. Donc là, sur la première couche, vous voyez un zoom dont on voit vraiment bien un mélange à peu près homogène équivalent pratiquement sur la chaux et le chanvre, mais quand même plus dosé que le dosage béton massique pour la construction. Là, c'est notre première couche de support qui a plus un caractère d'isolant. Et ensuite, on vient, voilà, ça c'est les traitements des entourages de tableaux. Donc, on peut très bien s'amuser à faire des courbes, des arrondis adoucis, organiques un petit peu autour des ouvertures. Et là, on voit donc les prises électriques et les boîtes qui sont juste, la couche s'est arrêtée à encore 2 cm avant la finition. Et ensuite vient une deuxième couche qui là est plus dosée de chaud. Donc là, on est sur une finition spatulée inox. On est presque sur quelque chose comme un stuc qui est très très ferré, très serré. Et donc là, c'est terminé. Et il faut, sur cette configuration-là, accepter de voir la paille de chanvre piégée dans la chaux. Ce que l'on ne fait pas quand on est en doublage, que je vous ai montré tout à l'heure. Un doublage en chaux-chanvre reste pailleux, il faut toujours le recouvrir d'un enduit, soit chaussable, soit argile, alors qu'un enduit hygrothermique reste brut dans la masse et la deuxième couche est finie spatulée inox. Pour les couleurs, là, il n'y en a pas. Bon, là, on était encore sur une phase à fresco, donc ce n'était pas encore sec.
ni carbonaté. Vous voyez que peut-être en bas, ça commence à sécher, donc ça va devenir blanc. Pour les couleurs, donc c'est soit pigmenté dans la masse, alors c'est un peu plus cher parce qu'aujourd'hui, les pigments naturels, si on veut le pigmenter dans la masse, il en faut beaucoup et ce n'est pas donné. Soit un badigeon. Moi, personnellement, je préfère sur ce type de support un badigeon. Ça donne un petit peu de vie. Il y a des nuances un petit peu nuageux. Ça donne vie un peu au mur. Voilà. Et surtout, c'est moins cher aussi parce que le badigeon, c'est de l'eau et de la chaux et un peu de piment. Je finirai juste pour dire 2 mots sur l'association. Donc, Construire en chambre de 2016. Alors, 2016, c'était le béton de chambre qui fêtait ses 30 ans, donc depuis, le temps est passé. Donc, l'association date de 1998. Elle est nationale avant tout. Elle se régionalise maintenant depuis quelques années. Donc, officiellement, en PACA, moi, je représente la plateforme PACA Construire en chambre, mais on n'a pas encore déposé les statuts. Mais on est en train de tisser une toile de régionalisation de plateformes régionales pour être au plus près des acteurs, avoir une meilleure proximité par région pour justement apporter nos actions qui sont donc une observatoire, sécuriser l'acte de construire. On a mis aussi en place des formations, à savoir que pour former les entreprises, il existe aujourd'hui l'École nationale du chanvre qui est à Mende en Lozère. Donc ça, c'est pour former les entreprises à la mise en œuvre et à la mécanisation. Et ensuite, on met aussi en place des sessions de formation pour la prescription entre les architectes et les maîtres d'œuvre, par région également, en partenariat avec des organismes de formation certifiés tels que on fait ensemble, Nicolas et moi, avec BDM, pour former les architectes. Voilà. Voilà, ça, ce sont les actions que l'on mène avec l'association. Nous avons mis aussi également des guides de bonnes pratiques qui viennent en support aux règles professionnelles en vigueur que l'on voit ici. Ce sont donc 4 carnets qui abordent les murs massiques. Donc, on aborde aussi l'isolation de toiture et de sol, et ensuite les enduits en mortier qu'on vient de voir ensemble. Donc là, c'est voilà, pour vous montrer un petit peu, encore une fois, que le chaud-chambre, en fonction des domaines, des dosages, on en met partout. Voilà. Les règles professionnelles nous permettent d'avoir évidemment l'assurabilité de mise en œuvre, autant pour les applicateurs que les architectes. Donc, il faut suivre très strictement les règles qui sont, avoir une chaîne vote labellisée. Donc, c'est une chaîne vote industrielle qui a suivi un process au travers d'un cahier des charges très précis. À cela, on ajoute des liants qui jouent avec la chaîne vote labellisée pour créer des couples validés. Avoir suivi une formation, ça, ce sont les conditions pour pouvoir utiliser du béton de chanvre et respecter, bien sûr, les règles professionnelles. Les labels certification, donc voilà, donc on est en marquage CE, étiquetage sanitaire, évidemment, déclaration environnementale, on a une FDES générique qui est consultable sur la base INES, et je finirai sur le thème de la FDES. On a aussi également Wallup qui a donc une FDES individuelle pour son procédé, pour son principe de préfabrication en béton de chanvre pour des panneaux préfabriqués, justement pour pouvoir répondre à des opérations collectives, bâtiments publics et à étage. Voilà. On évolue aussi là-dessus. Et les labels, donc on est complètement éligible au label bâtiment biosourcé également. On a notre propre label, je viens d'en parler tout à l'heure, sur la chaîne vote. Et je crois que j'ai terminé. Merci beaucoup, Daniel, pour cette présentation très riche. Alors, on a beaucoup de questions. Alors, je m'excuse par avance si on n'arrive pas à répondre à tout en direct. On pourra essayer d'apporter des réponses par la suite avec Daniel. Je les prends dans l'ordre. Concernant le calcul RT dans l'existant, comment est-ce que le béton de chanvre est valorisé, notamment en enduit? Pardon, le calcul RT? Oui, lorsqu'on doit, dans le cadre d'une rénovation, je pense, globale,
Alors, justifier quand même voilà, un certain niveau de performance sur la paroi. alors justement, oui, j'ai compris. Donc, on a pour, à chaque dosage, on a un lambda qui est bien connu, qui a été caractérisé, qui est connu. Et aujourd'hui, donc, si on veut parler de l'éligibilité pour les aides d'État, donc on n'est pas éligible. On n'est pas éligible parce que le lambda n'est pas suffisant. Il nous faudrait mettre beaucoup trop d'épaisseur d'isolant, et ce qui ça serait trop cher en fait. Donc, mais par contre, on préfère, si vous voulez, mettre mieux en avant le ressenti que procure le chaud-chambre de par son comportement hygrothermique. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais les changements de phase procurent de la fraîcheur l'été de par le principe de l'évapotranspiration au travers des échanges gazeux. Et ensuite, on a aussi une production de chaleur interne l'hiver quand on bascule de l'état gazeux à l'état liquide. Donc, tout ceci apporte une bonification au lambda qui n'est pour l'instant pas pris en compte dans les modélisations de calcul pour les moteurs de calcul. Mais on sait que ça existe au travers des nombreuses campagnes de mesures qui ont été menées avec le CT et le CERIMA, dont j'ai participé sur deux opérations. Et donc, voilà. Alors, on a un lambda, on peut établir une résistance thermique définie par l'épaisseur qu'on souhaitera, mais on sait qu'on n'est pas éligible. Merci Daniel. Effectivement, c'est une question qui est assez récurrente. Justement, on voulait faire les webinaires aussi pour pouvoir montrer l'intérêt du béton de chambre en réhabilitation de manière plus large, parce que dans le cas de l'ancien, sur vraiment des maisons de ville où les surfaces habitables sont aussi extrêmement réduites, le fait d'appliquer des solutions même sur des faibles épaisseurs nous semble quand même être une meilleure idée que de venir appliquer des solutions qui ne permettraient pas la perspirance du mur et qui pourraient aussi conduire à des désordres ultérieurs. Complètement. Sur le fait de substituer les granulats de chêne vote par d'autres granulats végétaux. Alors, l'association s'appelait Construire en chambre, mais est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez déjà travaillé? Je sais que Daniel, toi, tu as déjà fait des essais, notamment avec des granulats de liège. Oui. Bah, c'est resté au stade des essais, en fait. On n'a pas poussé plus que ça. Là, on commence à réfléchir aussi sur le terre-chambre. Alors, au terre-chambre, il y a eu pas mal de réalisations à l'échelle nationale. Donc, on observe que c'est quand même intéressant, franchement. La terre est un produit qui se marie très bien au niveau cohésion déjà, masse volumique et puis carbone. C'est ça qui nous intéresse en fait, puisqu'on essaie d'être le plus vertueux possible au niveau du carbone. Donc la terre est un produit intéressant pour cela. Donc on travaille un petit peu sur toutes les directions possibles qui puissent nous faire évoluer en ce sens. Après, concernant les épaisseurs, tu disais que c'était intéressant d'aller sur des épaisseurs plus importantes dans le nord de la France, mais on nous signale qu'on a quand même des territoires de montagne ici en PACA, notamment dans les Hautes-Alpes. Donc, est-ce qu'en climat hivernal de montagne, tu préconises justement des épaisseurs peut-être plus importantes? Alors oui, effectivement, je parlais sur une géographie nord-sud, mais après les altitudes ont tout leur sens également. Nous, ce qu'on observe, mais c'est vraiment c'est incroyable. C'est à partir de, moi je constate qu'à partir de 7 cm, déjà ça va assécher l'air. On sait qu'un air humide, c'est inchauffable. Donc déjà, ça va réguler l'humidité, on va régler le problème de l'humidité s'il y en a. Ensuite, face à un mur en béton de chambre, on n'a pas besoin de monter le thermostat. Si on se met à 18, 19, on a l'impression d'être à 21, 22, voire même 23, parce que c'est le ressenti sec de la température surfacique chaude du mur qui fait cela. Donc, on va faire des économies d'énergie tout en étant dans un confort optimal. Alors, quand on monte en altitude, alors 7 peuvent, c'est vrai qu'il faut voir comment est le voile, comment est le mur, si c'est un mur en bois, si c'est un mur en pierre, si c'est un mur en aglo. Donc là, il n'y a aucun problème. On peut pousser la démarche jusqu'à 8, 10, 12, mais on observe que déjà avec 7 cm, ça fonctionne très bien. D'accord.
Merci. Une demande de comparaison entre, donc tu as parlé des blocs donc qui sont fabriqués. Est-ce que tu peux comparer entre un doublage et un bloc? Voilà, quels sont les avantages et les inconvénients de l'une ou de l'autre de ces deux solutions? Alors, le produit en lui-même, il est le même. Alors, le bloc, l'avantage, c'est que c'est facile, on le prend, il est sur palette, on peut le faire soi-même. C'est un produit sec. Voilà. Donc, on peut tout de suite lui mettre un enduit dans la foulée. Voilà. Il y a le côté pratique pour le bloc. Quand on est en doublage. Après, bon, ce qu'on pourrait dire aussi, moi, ce que je trouve un petit peu dommage sur le bloc, c'est qu'on n'aura pas ce côté mariage, cohésion avec la pierre. On va pas pouvoir s'incruster dans les interstices pierreux. Il n'y aura pas cette cohésion, on va dire. Un bloc reste droit, donc il y aura toujours un léger vide d'air, on va dire, entre la pierre et le bloc, qui fera qu'on perdra un petit peu de masse d'inertie. Voilà. D'accord. Il y a une question par rapport au premier exemple que tu as montré, donc où on voit la projection avec les repères, les règles en bois. Oui. Est-ce que la cohabitation entre le béton de chanvre et les règles en bois n'entraîne pas de retrait, de risque de fissuration? Est-ce qu'il y a une épaisseur minimum à respecter par-dessus la règle, pardon? Oui, alors les réglés que vous avez vus, pardon, j'ai pas tout dit. Ce sont véritablement des réglés de dressage. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a dressé, on les enlève. Alors, elles sont noyées sur les trois faces, hein, puisque la face de devant, c'est le dressage pour la règle. Donc ensuite, avec la tranche de la truelle, on essaie de rentrer sur le bord, on crée une fissure, et puis sur les deux côtés. Et puis après, on tapote un petit peu avec le marteau, ça va se décoller, puisqu'en fait, il est coagulé, on va dire, hein, le bois. Et puis on essaie de le désolidariser du béton de chanvre. Et puis après, ben, on remplit à la main. On fait des boules dans la main et on remplit les petites tranchées, les saignées du bois, on les comble à la main. D'accord, Elles ne restent pas. oui. Une question par rapport au sol, sur la finition du premier exemple. Donc, vous avez fait le choix d'un parquet flottant. Donc, une personne qui demande si ça n'empêche pas au sol de respirer, puisque tu as parlé justement d'hérissons ventilés. Est-ce que ça ne vient pas couper un petit peu ce phénomène? Alors, le chanvre, là, j'ai sauté un petit peu les séquences, mais quand on fait ce système-là, le chanvre est toujours un petit peu tassé. On laisse toujours 1 à 2 cm en dessous des vides d'air. Donc, on remplit les lambourdes et puis on en laisse un petit peu en dessous pour avoir déjà un vide d'air. Ce qu'il faut vraiment faire attention, là, par contre, c'est que quand on fait ça, il faut vraiment attendre que. Alors, il faut avoir un testeur, un humidificateur. Il faut attendre que tout soit sec, c'est-à-dire à la fois les lambourdes et à la fois le chanvre. Parce que là, évidemment, si c'est pas sec, ça va remonter au travers du bois et puis le parquet, il va pas aimer. Et puis après, on a fait donc on a mis un traitement naturel qui, normalement, je l'espère, est perspirant. Mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de souci. On n'a pas relevé de problème sur le parquet. Mmh. Et ce qu'il faut faire aussi, c'est laisser aussi des vides d'air en périphérie. Donc, on a mis une plainte de finition, mais une plainte de finition en retrait. Une question également sur le premier projet. Donc, on a vu la projection de l'enduit de finition en terre. Quel est le temps de séchage à respecter entre les différentes couches qui sont projetées? Ben, déjà, il faut attendre que le béton de chanvre il soit sec. Il faut attendre à peu près, on va dire, 1 mois et demi, 2 mois. C'est toujours en fonction de la saison, de la température, de l'humidité ambiante dans le bâtiment, si c'est ouvert, si c'est fermé. C'est sûr que sur une opération comme ça, je me souviens qu'on avait attendu, en plus, on avait fait ça en octobre, on avait attendu le printemps parce qu'on avait mis beaucoup de chanvre en même temps partout. Et donc, il avait fallu attendre quelques mois avant de passer l'argile. Alors, l'argile, après, ça va vite, en fait. La première couche, c'est que 2 centimètres. Dès qu'on voit que la couleur commence à s'éclaircir, c'est là qu'on. Alors, il y a du retrait, c'est normal. Il y a des fissurations, c'est le retrait d'eau. C'est pas grave. Et on attend que ça s'opère. Et ensuite, on met une deuxième couche. Donc, c'est frottasser à l'éponge, en fait.
Et ensuite, on passe, une fois que c'est sec, on passe une petite balayette pour faire tomber les grains. Et nous, ce qu'on avait fait aussi à la fin, c'est qu'on avait passé un fixateur au pulvérisateur, voilà, naturel, écologique. Ouais. Oui, donc à prendre en compte dans le phasage et comme tu le dis, par rapport à la saison aussi ou la projection Ouais, réalisée. à prendre en compte dans le phasage. Ouais. Mhm. Une question pour savoir, est-ce qu'il existe des exemples de CCTP type pour les doublages et les enduits pour s'assurer voilà, de bien correspondre aux règles de l'art? Alors, non. Alors, il existe au niveau des enduits, si on parle des enduits argile, l'application des enduits, on peut s'en référer, se baser sur les règles professionnelles des enduitaires qui existent. Ensuite, des CCTP type pour le béton de chanvre, en fait, il faut se baser tout simplement sur les règles professionnelles. Donc, on a on a les carnets des détails, mais aussi on a les guides de bonne pratique à l'intérieur. Donc, s'il y a un guide, il se trouve effectivement dans les règles professionnelles. Après, les carnets des détails que vous trouverez, ce sont des carnets de mise en situation, des croquis de mise en situation. On n'est pas dans le cadre des DTU. Mais partant de là, à partir du moment où on comprend le phénomène, le comportement et le produit, on peut anticiper ensuite, mettre en place des CCTP pour phaser justement, comme tu disais, les durées de séchage, tout ce type. Il y a encore quelques questions, Daniel, si tu as encore quelques minutes pour rester avec nous pour les traiter. Est-ce qu'on peut réaliser un enduit chaud-chanvre sur un doublage chaud-chanvre? Un enduit chaud-chanvre sur un… Alors, un enduit hygrothermique, j'imagine. C'est Oui. ça la question? Oui, je pense. Oui, oui, complètement. Au contraire, c'est plus cher, mais c'est que mieux. Non, non, bien sûr, bien sûr. Mhm. Pour revenir sur le sol, est-il possible de faire une dalle en chambre pour recouvrir les tuyaux de plancher chauffant? Si oui, peut-elle rester apparente ou besoin de finition? Peut-on recouvrir une dalle une dalle comment? Une dalle béton? Alors, une dalle en chambre, donc j'imagine que Dans oui. ma chambre sur… j'ai pas le texte là des… Alors attends, je vais… Tu n'as pas les questions qui Non. s'affichent si tu cliques sur la discussion. C'est vrai que tu pourras les voir en direct. Ouais, ok. Oui, mais comme tu as parlé de dalle chaud-chambre avec un dosage donc plus important hein, de chaud, Sur quelle heure est calée la question là? 11h54. Question donc 11h54. Comme initiale. ça, je vais la lire. Je vais bien là. Je les ai déroulés dans l'ordre, donc il y a peut-être quelques questions parfois qui. Est-il possible de faire une dalle en chambre pour recouvrir des tuyaux de plancher chauffant? Oui, bien sûr. Alors, si oui, peut-être rester apparente où il y a besoin d'une finition. Alors, normalement, ce qui est idéalement, alors pour ce type d'opération, il vaut mieux faire d'abord la dalle en chaud-chambre au sol. Ensuite, donc on a un support qui est isolant. Donc déjà, pour les tuyaux, sous les tuyaux, c'est isolé. Et ensuite, il faut faire une chape de ravorage chaud-sable, pour rester dans le domaine naturel avec la chaux, hein, chaud-sable, et donc le ravorage va, va combler, va remplir le tuyau. Et ensuite, vous pouvez très bien faire aussi une barbotine à la chaux avec des carreaux de terre cuite. Mais mettre les tuyaux, recouvrir les tuyaux de plancher chauffant, ben normalement, le tuyau de plancher chauffant, ils sont censés être caloporteurs. Donc, si on met un isolant autour, je ne pense pas que ça soit caloporteur pour le carrelage, quoi. Ou alors, j'ai mal compris la question. Si la personne est encore en ligne, souhaite préciser à l'oral, je t'invite à ouvrir son micro. Il faut justement, je pense que c'est comme une chape en hybride. Il faut qu'elle soit justement caloportrice pour pouvoir chauffer le support au-dessus. Le chanvre est un isolant, donc… Oui, j'avance sur les questions. Une question qui est effectivement très courante, j'ai presque étonné de ne pas l'avoir vu avant. Est-ce qu'on peut avoir un ordre de grandeur sur les prix? Donc ça, c'est un sujet, donc ma collègue Clara va vous partager le lien vers une fiche synthétique de 2 pages que nous avons fait avec Daniel, donc dans lequel on donne des ordres de grandeur pour les différentes techniques mises en œuvre.
Est-ce que tu veux les rappeler rapidement, Daniel? Les techniques, ben, en fait, on est sur des ordres de prix qui se ressemblent sur les deux applications. Alors, le process est différent, mais autant on va pouvoir, si vous voulez, quand on est sur des doublages, on va jouer sur les épaisseurs. Donc là, on va essayer de raisonner sur des prix de centimètres d'épaisseur hors taxe par mètre carré. Et quand on est sur un enduit hygrothermique, on est sur quelque chose qui est à peu près verrouillé, puisqu'on s'accorde à dire que 4 cm d'enduit hygrothermique suffisent. Donc, sur un enduit hygrothermique, on est sur un prix forfaitaire, sur une épaisseur bien définie. Et ensuite, les doublages, c'est en fonction des épaisseurs. Voilà. Mais grosso modo, il faut compter une centaine d'euros pour les deux. Quel que soit un enduit hygrothermique qui est fini, il est spatulé, c'est à peu près ça. Et un doublage à partir de 7 cm plus un enduit, on se situe à peu près dans les mêmes. Alors après, les prix évoluent en fonction aussi de la surface, des volumes, de la géographie, de la mise en place du chantier, les échafaudages, les préparations, les protections. Voilà, tout ce genre de choses, on ne peut jamais le savoir à l'avance. Mais voilà, ça vous donne à peu près un ordre de prix. Ouais. Merci Daniel. On va devoir clore pour ne pas trop déborder. Il reste encore quelques questions, donc on essaiera de traiter et de revenir vers vous ultérieurement. Donc, encore merci Daniel pour cette présentation. Merci également à tous les participants pour les questions donc, qui ont été posées. Je rappelle que la suite de ce webinaire donc, sera le vendredi 2 décembre à 11 h. Nous accueillerons Grégoire Mouly donc, du bureau d'études LM Ingénierie qui nous parlera de leur réalisation en rénovation en région parisienne. Et nous terminerons le vendredi 9 décembre avec Damien Blaise et Daniel Bayeul donc, sur le projet de l'école de la Roseraie à Marseille. N'hésitez pas à prendre connaissance donc, de la fiche que ma collègue vous a présentée. Et pour ceux qui souhaiteraient revoir le webinaire en replay, donc, il sera mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Voilà, en espérant donc, que cette séquence vous a été utile. Nous restons à votre disposition pour toute question ultérieure. Voilà, n'hésitez pas à revenir. Merci à tous et bonne fin de journée. Merci.